Alors, tout de suite, évidemment, vous savez, nos programmes ont été modifiés, donc je crois que plus personne ne peut l'ignorer. Il est parti jeudi au petit matin, jeudi 17 avril, il est parti Aimé Césaire, le poète, le rebelle, l'homme politique qui aura marqué son siècle. Avec Léon Gontran Damas, le Guyanais, et puis aussi avec Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, il a porté le concept de négritude sur lequel on reviendra peut-être dans cette émission. Il a aussi été celui qui a fait passer les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais et les Réunionnais du statut de colonisés au statut de citoyens français en 1946, grâce à la loi qu'il a portée sur la départementalisation, un bien mauvais mot, un pas très joli mot pour une chose bien importante pour ces populations. Et aujourd'hui, la République lui rend honneur, post-mortem. C'est pas un peu tard, Francis Laloupeau? Certainement, on peut toujours dire ça quand quelqu'un est mort, parce que évidemment on voit aujourd'hui une unanimité. Et j'imagine bien le sourire malicieux de Aimé Césaire, parce que mes convictions spirituelles me portent à dire que c'est l'enveloppe charnelle qui est morte, que l'esprit est toujours vivant. Donc j'imagine bien son sourire malicieux en train d'observer ce concert de louanges et d'hommages qui lui est dédié aujourd'hui. Et c'est vrai que on aurait pu imaginer que de son vivant, Aimé Césaire fut reçu à l'Académie française, par exemple. On peut également considérer que pendant très longtemps, son œuvre était très vivante et partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, on peut même entendre au Japon ou dans quelques contrées asiatiques des chansons qui sont interprétées avec les poèmes d'Aimé Césaire. Évidemment, l'Afrique. Mais en même temps, les œuvres d'Aimé Césaire étaient quand même très peu présentes dans les manuels scolaires, par exemple, dans les programmes scolaires. Donc ça, on peut le regretter, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Moi, j'aimerais simplement souligner, d'abord, dire toutes mes condoléances à tous ceux qui sont concernés, c'est-à-dire nous tous au fond, et à sa famille en premier. Mais comme on dit en Afrique, quelqu'un qui a vécu 94 ans a plutôt bien vécu, vous savez. Et je suis assez surpris par la longévité de ces hommes-là. Senghor aussi est mort à 95 ans. Nous avons un grand homme qui est encore vivant, c'est Nelson Mandela, mais en fait, qui est aussi un exemple de longévité. On a le sentiment que ces gens-là, qui ont eu des combats très forts comme ça, dans leur existence, qui ont apporté une contribution absolument déterminante, je dirais, dans la marche du monde vers un monde meilleur, ces gens vivent très longtemps comme s'ils voulaient observer comme ça, enfin, comme s'ils attendaient que ce monde dont ils ont rêvé puisse advenir, que le monde meilleur puisse advenir. J'aimerais juste aussi, parce que je suis en train de parler de symboles, dire également que c'est peut-être la première fois qu'un décès, que la mort d'un homme réunit comme ça, dans un deuil commun, trois continents. Et quand on sait que l'identité d'Aimé Césaire est issue de l'esclavage, j'aimerais que ce symbole soit quand même très bien observé, parce que cela nous ramène quand même aussi au symbole du commerce triangulaire, qui était plus qu'un symbole, une réalité fondatrice de l'identité antillaise. Alors, Nadia Djenad voulait dire un mot, puis ensuite Dominique. Moi, je retiens bien sûr l'image d'un homme révolté, un homme révolté contre le colonialisme français avant tout. Même âgé, il a toujours refusé de justifier, de cautionner cette part sombre de l'histoire. Je me souviens de son refus de recevoir Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, en 2005, à cause de l'article, du fameux article de la loi du 23 février 2005 qui reconnaissait l'aspect positif de la colonisation. C'était un grand poète également, un fin politique, mais c'était un homme politique qui agissait. L'année d'après, il a reçu Nicolas Sarkozy en 2006. Effectivement, il a reçu aussi Ségolène Royal. Absolument. Il a soutenu aux dernières élections. Qu'il a soutenu. Donc j'ai envie de retenir cette image d'un homme révolté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde pleure Aimé Césaire. L'Afrique pleure beaucoup Aimé Césaire parce qu'il a eu une grande influence en Afrique. Le mouvement panafricain lui doit beaucoup. Aujourd'hui, de nombreux intellectuels, des leaders voient en lui un éveilleur de conscience, quelqu'un qui a contribué justement à rétablir une sorte de fierté dans la condition d'être noir aujourd'hui. Il a même écrit une saison au Congo autour de Patrice Lumumba. Dominique Volton.
Bon, par rapport à votre question, la réponse est oui, c'est trop tard, mais mieux vaut tard que jamais quand même. Donc, si je puis dire, faisons le rentrer au Panthéon. Ma question, c'est plutôt que rien avant, tout après, et il n'y a pas un entre-deux. Pas d'Académie française, pas de ministère, assez ignoré. Ce que Senghor a vu, par exemple, c'est la reconnaissance institutionnelle de Senghor. Certains disent que peut-être, tout simplement, Aimé Césaire n'avait aucune envie d'aller à l'Académie française. Hein. Je crois qu'il y a des personnalités différentes. Enfin bon, il y a Senghor. Alors, Félix Éboué, c'est intéressant parce que c'est un destin. Rappelons que c'était un Guyanais, Félix Éboué. Premier gouverneur qui a rejoint la France. Exact, la France libre en 40. Un immense personnage qui meurt hélas trop tôt en 44 et qui lui est vraiment la tradition de. Comme, en fait, Senghor, Éboué et Aimé Césaire, je trouve, ce sont des génies parce qu'ils ont essayé de conjuguer deux choses contradictoires et qui sont importantes pour l'avenir. C'est à la fois l'identité nègre, ou noire, appelons ça comme on veut, et quand même garder l'identité française. Et si vous voulez, ça c'est courageux parce que au moment des indépendances dans les années 45-50, quand Césaire veut qu'on reconnaisse enfin l'identité noire, martiniquaise, l'esclavage, il n'est pas pourtant pour l'indépendance, qui est pourtant le grand mouvement de l'époque. Donc ça veut dire qu'il est en avance sur le fait qu'on ne pourra pas séparer les identités, qu'il faudra les faire se cohabiter. Éboué est pareil, et Senghor est pareil. Donc, si vous voulez, ces trois-là sont, je trouve, en avance sur les enjeux du XXIe siècle, où il faut affirmer son identité, et cependant reconnaître qu'on a d'autres identités à conjuguer. Et d'avoir voulu conjuguer continuellement l'identité française, où la France n'a pas toujours été formidable avec aucun des deux, aucun des trois d'ailleurs. Je vous rappelle que le décès de Senghor, il n'y a personne, hein, du pouvoir de l'autorité politique française. Bon. Donc, mais bref, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. S'il rentre au Panthéon, c'est une manière de réparer une erreur. Et surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est ce que représente, comme vous l'avez très bien dit, c'est de la révolte. Eh bien, la révolte, il faut la prolonger aujourd'hui. Et je crois qu'une des leçons d'Aimé Césaire, c'est de dire, écoutez, aujourd'hui, dans le monde entier, pas seulement en France, en Europe, on traite les immigrés comme des hommes en dessous de tout. De tout. Et si jamais il y a quelque chose à retenir de cette révolte qui fait une révolte intellectuelle, culturelle, politique et poétique, de dire, écoutez, les immigrés d'aujourd'hui, ce sont les révoltés d'hier, comme toujours. Et naturellement, si on veut être fidèle à un minimum de messages humanistes, pour la France, actuellement, son gouvernement, et pour l'Europe, plus généralement, nous devons faire attention à ceci. C'est une manière d'être fidèle à ce que représente cette révolte. Ce que vous appelez la conjugation des identités, c'est ce que, tout simplement, Senghor appelait la civilisation de l'universel. Oui. Alors, on va sachant que la négritude, au-delà du concept, je dirais, racial, ou du parti pris racial, était surtout une contribution quand même à une philosophie humaniste. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur ce que dit Dominique Volton et donner la parole à Éric Zemmour. J'ai noté une phrase de Lionel Jospin qui s'est exprimé, comme beaucoup d'hommes politiques. Il a dit à propos d'Aimé Césaire, il s'agit d'un leader profondément antillais et pleinement français. Ça revient un petit peu à ce que dit Dominique Volton. Alors, c'est complémentaire ou c'est contradictoire, Éric Zemmour? C'est toute la question. D'abord, je voudrais dire, je vois pas trop le rapport avec les immigrés, mais je vais pas polémiquer avec Volton tout de suite. Si, il y a un rapport historique. Alors, on va laisser Éric Zemmour. Non, ça n'a rien à voir. L'immigré d'aujourd'hui, c'est l'exclu depuis toujours. Mais non. Alors, on va y revenir. Attendez, on va essayer, s'il vous plaît. Mais non, c'est la même chose. Alors, on va y revenir, on va laisser Éric répondre à cette question. Moi, je trouve son destin tout à fait passionnant, parce qu'il est au confluent de toutes les contradictions de l'histoire de France, de l'Occident, depuis un siècle. Contradiction parce que c'est quand même l'un des contempteurs les plus implacables du colonialisme français, qui en même temps s'exprime dans la langue du colonisateur français. Donc c'est un peu comme un gallo-romain qui dénonce Rome en s'exprimant en latin. Ce qui est vrai aussi de Cédar Senghor. Mais bien sûr, toutes les langues. Les langues sont toujours au départ un facteur politique et ensuite un facteur de culture. Et la phrase de Senghor, on est bien d'accord. La phrase de Senghor, elle est universelle. Le colonisateur nous a laissé un trésor, sa langue. Ben oui, on est bien d'accord. Justement, on va laisser Éric s'exprimer dans cette langue. Non, elle appartient au monde entier, mais en prenant sa langue, on prend son mode de pensée, c'est-à-dire que en parlant et en écrivant en particulier le français, on devient l'héritier de Descartes, de Voltaire et de tous les... Je n'ai pas l'impression qu'Aimé Césaire ait dénoncé ou ait regretté cet héritage. Mais justement, c'est ce que je dis. On va laisser Éric Zemmour. C'est ce que je dis. C'est en même temps, c'est bien, si vous voulez, le passionnant destin du colonialisme français, c'est-à-dire que c'est avec des concepts façonnés par la France depuis la Révolution française que les colonisés vont se révolter contre
le colonialisme français. Ça, retourner ses propres armes. L'histoire. J'ai jamais dit que c'était nouveau, j'ai dit que c'était intéressant. Oui, ben, Eric, c'est pas Donc, nouveau, C'est donc, intéressant. Alors, ce sont des deuxièmement, contradictions. on va laisser Éric Zemmour terminer et on va refaire un deuxième ce concept tour de parole. négritude m'a toujours paru un peu flou. J'avoue que j'ai jamais très bien compris. Je comprends très bien le concept racial. Je comprends très bien qu'on fasse de ce concept racial une arme politico-stratégique. Au-delà, je ne vois pas très bien en quoi c'est un humanisme. Je pense au contraire que c'est une arme de guerre, et je comprends très bien. Maintenant, quand on me dit la départementalisation, c'est pas un vilain mot, c'est un très beau mot, la départementalisation. Ça veut dire que les Antilles sont un département français comme les départements de Corse ou d'Alsace c'est la France s'est bâtie comme ça. La France s'est bâtie à partir d'un petit roi ridicule d'Île-de-France qui a colonisé des tas de territoires, et ces territoires, les gens sur ces territoires sont devenus français. C'est l'histoire de France, ça. Non, mais, enfin, c'est quand même... Bon, on va laisser Francis Lalupo qui va dire un mot. Eric qui dit qu'il n'avait toujours pas compris ce que la négritude, simplement de lire les œuvres de Senghor et d'Aimé Césaire, voilà, tout simplement. Il faut lire. Je pense que aujourd'hui, c'est un concept qui est connu, qui est expliqué, qui est avancé, qui est achevé et qui est clos. C'est-à-dire que la question, même parfois en dépassement. Il faut renvoyer simplement les gens, je veux dire, au livre. Et ce n'est pas simplement une question raciale. Bah, si. Mais au départ, effectivement, c'est la prise de conscience d'une identité spécifique. Voilà. Ce n'est pas, comme vous le disiez, une arme de guerre, c'est simplement l'affirmation d'une identité qui correspond à un moment de l'histoire. Parce que si vous mettez... Senghor et Aimé Césaire sont rencontrés à Paris dans les années 30 quand même. Ouais. Les années 30, nous sommes en pleine colonisation. Ils étaient dans la même classe de l'école normale, faut quand même ensemble et avec Pompidou. Et à Louis le Grand. À Louis le Grand et puis ensuite Rue d'Ulm. Il ne faut pas faire semblant d'oublier quand même quel était le rapport à l'époque de l'Afrique avec le monde extérieur. Il ne faut pas oublier quand même, c'est-à-dire que sur quoi s'est fondée l'expédition coloniale, ce que signifiait le mot nègre. Il ne faut pas oublier ce sur quoi s'est fondé le commerce triangulaire, la traite négrière, qui était quand même au départ une œuvre Francis, ne mélange pas les deux. Mais bien sûr, mais c'est un contexte. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, c'est une réflexion. Parce que c'est la colonisation qui arrête justement la négation. C'est la négation de l'humanité du nègre qui a amené une réflexion sur la négritude. D'abord, avant tout cela, c'est une réalité. Je pense j'aimerais bien qu'on laisse s'exprimer chacun. Non, je veux dire que pour comprendre une histoire et une philosophie, il faut quand même faire l'effort de se projeter dans l'autre, d'écouter l'autre, d'entendre l'autre. Cela est important. Le discours sur le colonialisme de Aimé Césaire est un texte capital pour comprendre les mécanismes, les enjeux de la colonisation. Ce discours n'est pas simplement un discours d'un nègre vis-à-vis d'un blanc ou du français. Par exemple, on oublie que dans ce discours sur le colonialisme, Aimé Césaire a décrypté le phénomène, le mécanisme du nazisme, par exemple, de la montée du nazisme. Donc ce n'est pas simplement... Il parle des Juifs aussi et pas seulement des Noirs. Et la France, ça va bien au-delà de cela. Et ce texte sur le colonialisme est un texte qui est reconnu aujourd'hui comme étant le plus achevé, le plus abouti. C'est un texte définitif sur les mécanismes du colonialisme, qui est un phénomène qui est vieux comme le monde. Alors, on va laisser la parole à Dominique Volton, Éric Zemmour. Éric Zemmour, on va vous redonner la parole. Dominique Volton, on essaie de faire circuler la parole. Le propre, c'est de ne jamais faire d'anachronisme, c'est-à-dire de lutter, de juger les mots d'aujourd'hui avec les contextes historiques et politiques d'autrefois. Le mot nègre, c'est évidemment un retournement par rapport à la manière dont le racisme occidental et particulièrement européen a traité pendant, hélas, des mois et des siècles. La première revue avec Senghor, il l'appelle l'étudiant noir. Hein. Ce n'est qu'après qu'il passe à la négritude et comme combat culturel et politique. De toute façon, tous les mouvements d'émancipation dans le monde depuis le début de l'humanité passent par une affirmation d'identité, et c'est évident, et de légitimation. Et ce qui est extraordinaire dans le combat de Senghor comme de Césaire, comme d'une certaine manière des Boué et comme de ce qu'a fait Mandela, c'est qu'après des luttes qui partent d'une partie du monde, on arrive à l'universel. Et je trouve, alors, il a fait le lien entre l'Afrique et la Caraïbe, mais ce qui est intéressant, c'est que par cette espèce d'ambiguïté, de contradiction, de gérer plusieurs identités à la fois, il a permis aussi que les Noirs du continent américain
s'approprie autrement. Et donc, je veux dire, ce qui est intéressant dans ce qu'on appelle ces contradictions, mais qui, moi, représente plutôt la force des Césaire pour l'avenir, c'est justement qu'il a voulu faire cohabiter plusieurs identités. Il a accepté la contradiction de la cohabitation de plusieurs identités. Et ce faisant, il ouvre une porte pour naturellement les Noirs d'Amérique. Et d'une certaine manière, pour toutes les populations multiculturelles de demain, où nous serons tous, d'une manière ou d'une autre, obligés de gérer 2 ou 3 identités. Et c'est en ça qu'il y a de l'universalité. Bon, alors, dernière chose. Par définition, les auteurs francophones ne sont pas assez présents dans les manuels des autres, programmes scolaires français. Donc ça va de soi que, pour Aimé Césaire, si la France veut garder une place dans la francophonie, c'est naturellement d'introduire tous ces grands auteurs systématiquement, qui sont très connus, je suis bien d'accord avec vous, mais qu'on doit mettre beaucoup plus en avant, parce que ça fait partie de ce patrimoine universel français, avec toutes les contradictions culturelles et politiques de la colonisation. Mais si je puis dire, l'avantage maintenant, au début du XXIe siècle, c'est qu'on peut arriver à être beaucoup plus serein sur l'histoire de la colonisation, beaucoup plus, et dire maintenant, qu'est-ce qu'on retire de bon pour gérer les problèmes de cohabitation culturelle qui vont être les enjeux massifs de demain. Voilà. On va en reparler, parce que c'est pour ça qu'Aimé Césaire, c'est un génie, parce qu'il a accepté cette cohabitation conflictuelle dans son propre cœur. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'Aimé Césaire est tout le contraire d'un communautariste. Ça veut dire qu'il a toujours refusé d'évincer, par exemple, les intellectuels, les penseurs, entre guillemets, blancs, du combat identitaire des Noirs. Et là, on est bien dans l'idée, qu'est-ce que Césaire peut apporter à la diversité d'aujourd'hui? Pour lui, le contraire du communautarisme. L'identité noire est universelle. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, il y a eu des auteurs qui l'ont rejoint, comme Breton, comme Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre disait, la négritude, c'est la négation de l'homme noir. Pour le fait qu'il ne soit pas reconnu en France, il faut dire d'abord que ses écrits ont été très très durs, quand même, donc contre la France. Sachez que le discours sur le colonialisme a été inscrit au programme du bac uniquement à partir de 1998. Très bien. Et alors, Éric Zemmour, ensuite Francis Laloupeau. Oui, allez-y. Éric Zemmour, moi j'aimerais bien qu'on réagisse un peu à ce que vient de dire, qui me paraît bien important, quand il dit finalement c'est le contraire d'un communautariste, c'est-à-dire on n'est pas seulement en train d'encenser, d'admirer un homme, mais on est aussi en train de dire quelle leçon on peut avoir pour aujourd'hui dans un débat qu'on a souvent ici, qu'on a souvent à François sur la diversité. Oui. C'est un débat sans fin. C'est un débat sans fin. Qu'est-ce que le communautarisme? Qu'est-ce que l'intégration? Qu'est-ce que l'assimilation? C'est un débat sans fin. On joue sur les mots. C'est clair sur cette question. Non, parce que les mots ne veulent plus dire la même chose. Alors on est dans un débat sans fin où on n'emploie pas les mots avec la même signification. De la communication. Donc c'est très compliqué. Toujours est-il que Nadir, lui, a une position et il l'a justifié en disant Aimé Césaire a toujours refusé le repli sur soi-même, l'identité purement tribale, j'allais dire. Je suis d'accord. Et par rapport à ce que vous disiez sur la négritude, c'est peut-être ça le problème. Je suis d'accord. Mais il y a aussi... il était dans un combat internationaliste au départ. Il est avec les communistes. Il est avec les communistes. En 1956. Il n'est pas dans un combat. Il est un homme. Alors on dit c'est un homme de l'avenir. Il est aussi un homme de son temps. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui. Non mais c'est une évidence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui nous avons beaucoup plus de combats ethniques, de combats d'enfermement communautaire. À l'époque, dans sa génération, le combat émancipateur passe par un discours internationaliste, communiste pour la plupart, et donc qui n'est pas le discours revendicatif ethniciste qu'on a souvent aujourd'hui. Là, voilà. Ce que soulève Éric Zemmour est intéressant, et je voudrais rajouter une chose pour le dire, pour que tout le monde le sache. En 1956, Aimé Césaire rompt avec le Parti communiste. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en 56, il y a la révolte hongroise des conseils ouvriers. Et là, en Hongrie, c'est des Européens. Pour toujours continuer sur votre question, qu'est-ce qu'il apporte? Moi, je crois qu'il est tiers-mondiste, il est marxiste et communiste au départ, comme tous les gens, évidemment, un peu intelligents et critiques dans les années 45-50. Il est naturellement tiers-mondiste. Il est un des pères des indépendances. Il y a des gens intelligents et critiques qui n'étaient pas marxistes. Oui, enfin, ils n'étaient pas noirs, ils n'étaient pas colonisés. S'il vous plaît, n'ayons pas un débat stupide. Disons que, comme beaucoup de gens à l'époque, qui sont allés vers le marxisme. Vous savez, moi, j'ai fait en 1980 un livre, des émissions disant un Crémont Aron qui n'était pas particulièrement gauche. On a le droit à une boutade, Voltaire. On a le droit. On laisse Dominique Voltaire un peu d'humour. On a le droit. Enfin, comme c'est des questions qui sont très lourdes. Allons-y, Dominique. Dominique. Perdons pas de temps. Il est un des pères des indépendances, c'est clair, pour l'Afrique. Et en tout cas pour l'émancipation noire et pour l'émancipation. Mais ce qui est intéressant, je reviens là-dessus, c'est que lui, pour les Antilles françaises, il aurait tout à fait pu dire, je vais me battre pour l'indépendance des Antilles. Ouais. Et c'est là où ce qu'on a appelé les contradictions de cet homme en font, je trouve, la richesse pour l'époque et pour demain. C'est parce qu'il dit, je reconnais que j'ai deux identités qui sont contradictoires.
l'identité nègre qui me demande à me battre pour l'émancipation, donc pour l'indépendance, et le fait que simultanément je suis français dans un cadre de départementalisation qu'il a construit en 46, qu'il a réaccepté quand Gaston Defferre en 56 a retravaillé la question. Et le fait qu'il accepte cette contradiction, c'est en ça que par rapport à la question du communautarisme, il apporte quelque chose de plus pour demain. C'est-à-dire qu'il oblige à reconnaître qu'on ne peut pas avoir une seule identité, mais plusieurs. Or, si vous voulez, pour sortir du communautarisme, qu'est-ce qu'il faut pour sortir du communautarisme? Il faut d'abord reconnaître l'importance des communautés, c'est fondamental. Et des minorités visibles, Et comme des on les identités, appelle parfois, mais on peut les appeler et d'autre part, dire autrement. qu'une société ne peut pas être une somme de communautés, qu'il y a des principes qui transcendent une communauté, qui s'appelle l'appartenance à une collectivité nationale, à la communauté internationale et tout. Et en gérant cette Et contradiction... Césaire a dit ça, tout le a temps fait ça. Et c'est ça sa force. Alors, et c'est ça sa force pour l'avenir. Et autrement dit, on pourra lui opposer son destin à tous ceux qui voudraient des communautarismes identitaires. C'est pour ça que c'est un vrai politique. C'est vraiment important, je crois, là, Francis Laloupeau, et ensuite Éric Zemmour voulait dire un mot. Je vais juste dire deux choses. Premièrement, je pense que si Aimé Césaire s'est battu pour la départementalisation plutôt que pour l'indépendance, ce n'est pas simplement pour des raisons culturelles. C'est d'abord pour des raisons, je dirais, de réalisme historique et géographique. Hein. D'abord, c'était un politique qui avait quand même une grande lucidité. Comme en 56, il aurait pu basculer de l'autre côté. C'est ce que vous appelez souvent d'ailleurs ici, Volton, l'intelligence politique. Je pense que de ce point de vue-là, c'était quand même aussi un homme politique qui savait parfaitement, je veux dire, prendre en compte les réalités du moment, je veux dire les réalités économiques, géographiques et contextuelles, historiques. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je suis un peu gêné qu'on dérive sur un débat sur le communautarisme en partant d'Aimé Césaire ou de Senghor. Parce que je vois pas le lien. C'est-à-dire que nous avons quand même d'un côté une pensée, on parlait de la négritude, une pensée élaborée, qui partait du singulier pour aller vers l'universel, et qui dépasse de loin, je dirais, les querelles de clocher ou les querelles minimalistes que nous avons aujourd'hui sur le communautarisme. Ça me gêne un peu, je pense que ce n'est pas du tout la même démarche. Les grandes pensées sont faites pour être dégradées, Francis. Je ne connais personne aujourd'hui, je n'ai pas lu d'ouvrage qui ait conceptualisé, élaboré une théorie sur le communautarisme en France. Donc la question ne se pose pas. Non, mais il est vrai que le problème se pose un peu. Je pense que ce n'est pas très respectueux vis-à-vis des gens comme Senghor et Aimé Césaire de les ramener à ce débat qui est un débat, je veux dire, de circonstances, qui est lié à des opportunités politiques ou politiciennes, alors que nous avons affaire quand même à une œuvre, nous avons affaire à une pensée qui prend en compte la globalité, qui prend en compte l'universel et qui devrait interpeller, je veux dire, l'ensemble du monde entier. Ce dont nous parlons dépasse de loin le contexte français, dépasse de loin le contexte antillais ou africain, puisque Aimé Césaire est un Africain qui s'assumait comme tel et que sa mort aujourd'hui est devenue vécue comme un deuil continental en Afrique. Je pense que, à partir de ça, je crois que le fait que la rencontre entre ces mondes, le fait que cette rencontre ait pu donner, ait pu produire, je veux dire, cette pensée, qui aujourd'hui est une pensée qui s'adresse à l'ensemble du monde, à l'universel, je crois qu'on devrait on devrait simplement en prendre acte, considérer cela comme étant l'apport d'une rencontre au départ. On en tient une rencontre, On va laisser finir Francis, ensuite Éric, ensuite Dominique Volton. Alors, je vais finir simplement. Et que il faut surtout souligner une chose, c'est que Aimé Césaire a toujours apporté, dans ce débat justement, une tranquillité qu'il faut quand même souligner. Il y avait l'homme. Et quand on observe la vie d'Aimé Césaire, quand on voit la force de l'œuvre par rapport à la vie de l'homme, son implication régulière, sans violence, dans les débats contemporains, j'ai envie de dire simplement, peut-être qu'on est en train de conclure, j'aimerais conclure sur un proverbe qui n'est pas chinois. Je dirais que la vie de Aimé Césaire illustrait très bien ce proverbe qui disait « La foi n'a pas besoin de fureur pour convaincre ». Éric Zemmour et moi je voudrais dire simplement deux petits points. Encore un tour de dans prolongation de ce qu'a dit Francis tout à l'heure, pour l'opportunisme sans être... L'opportunité, non ? Non, Enfin, bref. l'opportunisme politique de Césaire dans cette histoire de la départementalisation, je voudrais préciser, il y avait un rapport de force économique, social, sociologique avec les béquets qui tenaient l'économie et donc Césaire de la Martinique. Et donc Césaire a estimé assez finement qu'il jouerait beaucoup mieux du pouvoir central parisien lointain contre le pouvoir local des béquets. Et c'est sans doute tactiquement
pour cela qu'il a préféré la départementalisation à l'indépendance. Mais c'est pas uniquement. Je pense pas qu'on puisse dire que pour des raisons tactiques, on choisit l'indépendance vis-à-vis d'un pays ou rester au sein d'un pays. C'est pas tout à fait la même chose quand même. S'il y avait eu une indépendance, on voit bien qui aurait tenu les rênes de ce nouveau pays. On fait pas l'histoire. On va les dossiers, on les prépare en bouteille. Deuxièmement, mais je crois que on ne peut pas dire qu'Aimé Césaire est choisi seulement pour des raisons tactiques. Je pense que c'est profondément sa pensée. Est-ce que j'ai dit seulement? J'ai pas dit seulement, j'ai dit qu'il faut pas négliger cet aspect des choses. C'est trop facile de. C'était pas un pur esprit, c'était un politique. Donc les politiques. Maire de Fort-de-France pendant 50 ans. Bon, alors donc voilà. Deuxièmement, j'aimerais qu'on parle de l'accueil, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est les réactions aujourd'hui. Je trouve ça tout à fait intéressant. On assiste à un embaumement. Voilà, exactement. C'est très révélateur. Là, on a l'impression que c'est le Victor Hugo. D'ailleurs, c'est peut-être en partie ça. C'est un peu le Victor Hugo des Antilles. Le Victor Hugo noir. Voilà. Mais pourquoi pas? Qui n'a jamais été élu à l'Académie nationale. Non plus. Donc c'est intéressant en cela, c'est que ça révèle aussi sur l'évolution française, l'évolution de la population, l'évolution de la démographie française et des rapports de force qui se mettent en place, symboliques, réels. C'est très intéressant cet engouement des politiques pour Aimé Césaire. Je pense qu'il n'aurait pas eu lieu de la même façon il y a 10 ans, 15 ans dans ce pays. Alors ça signifie quelque chose. Alors justement, ça m'a même posé une question à Dominique Volton, s'il veut bien y répondre. Vous l'avez abordé tout à l'heure en une parenthèse. Léopold Sédar Senghor meurt en France. Il n'y a pas un représentant de l'État pour aller à son enterrement. Et aujourd'hui, obsèque nationale pour Aimé Césaire. Pourquoi une telle différence? Mais parce que, si vous voulez, il n'y a pas de rationalité à l'histoire. Il n'y a pas de rationalité à l'histoire. Et les erreurs qui se passent à T-1 et évite de temps en temps d'en faire la même à T+1 ou réciproquement. Il est français. Alors, attendez, Senghor est sénégalais. Il est français. Non, mais ça compte. Je suis là que Senghor a été académicien. Il était académicien. Il était français. Il est mort en France. Je ne discute pas ça. Un ratage scandaleux. Bon, premièrement, la France, ça fait partie de nos pathologies, si vous voulez. Nous avons un mal. À la fois, nous sommes porteurs d'un discours universaliste. Notre histoire n'est pas formidable, elle n'est pas pire que les autres. Nous sommes incapables de la transcender en reconnaissant des grandes causes, des grands destins, des grandes œuvres. Et donc, sur le problème de la reconnaissance des œuvres et des destins politiques, c'est vrai qu'il y a eu de l'injustice sur Senghor, comme sur Félix Éboué. Pourquoi j'insiste sur Félix Éboué? C'est parce que c'est un homme d'une intelligence politique extraordinaire, qui est en avance. Il faut lire quand même ce qu'il fait entre 40 et 44 en Afrique, et ce qu'il fait en rejoignant De Gaulle. Il est complètement tombé dans l'oubli. Donc, on a une espèce de masochisme intellectuel, pas de matinée d'un petit peu de racisme, mais c'est même pas ça. De rendez-vous manqué. Donc, si on peut rattraper le retard sur lui, c'est vrai, sur Senghor, ce fut scandaleux. Sur Éboué, c'est un oubli. Il y a un bouquin qui vient enfin de sortir après les 40 ans de la mort de. Mais tout le monde s'en fiche. Si on peut rattraper sur Césaire, c'est bien. Mais ce que je veux dire, moi, sur l'époque contemporaine, avec ses aspects positifs et négatifs, elle a besoin de grands symboles. Et il n'y a pas beaucoup de grands destins. Si vous voulez, il y a un décalage entre cette mondialisation qui nous assaille et le fait qu'il n'y a pas beaucoup de grands hommes ou de grandes femmes qui symbolent des grandes batailles. Et ben d'un seul coup, si Césaire devient un de ces symboles mondiaux, tant mieux. Mandela le sera, il l'est déjà. Mais n'est-il pas déjà Césaire ailleurs que chez nous? Bien sûr. Il y a une rue Aimé Césaire à Dakar. Mais alors attendez, ce que je veux dire par là, c'est que je reviens sur le point de la politique. Moi, personnellement, je ne veux pas connaître les conditions conjoncturelles politiques de 46. Je dis simplement que cet homme appartenait à l'époque au Parti communiste. Il y avait un combat mondial pour la libération des peuples qui a duré en gros des années 30 jusqu'aux années 60. Il n'a finalement pas adhéré à cette bataille qui était classique dans beaucoup de pays du monde. Et pourtant, par ses pensées, par ses écrits, il l'a initié quelque part, il l'a nourri. Et c'est ça qui m'intéresse dans cet homme, c'est qu'on a dit c'est une contradiction de Césaire. Peut-être, je pense que c'est une richesse extraordinaire par rapport aux enjeux de demain. Je répète cette phrase où les hommes devront tenir des demain. Alors pour que ce soit pas les demain des entiers. Alors pour que ce soit pas des armes de crocodile. Pour que ce soit pas des armes de crocodile, ça j'insiste là-dessus. Il faut à ce moment qu'on soit moins capable de retenir la révolte qu'il y avait dans cet homme pendant sa vie. C'est qu'il y a des combats qui sont tragiques sur l'humiliation des hommes et de l'homme au sens large, et je reviens là-dessus, une des grandes tragédies du monde occidental et du monde riche, c'est le sort que nous faisons aux immigrés les plus pauvres. Je parle pas de lui, il était venu avec une bourse. Mais je parle des plus pauvres. De manière générale. Voilà, ils sont les pauvres de l'immigration qui sont la figure aujourd'hui universelle de l'homme. Alors c'est un avertissement qu'il faut peut-être entendre de la part de Dominique. Nadir Djenad, et enfin Francis. Juste ouvrir une parenthèse, c'est en écoutant Dominique Volton, je me suis rappelé qu'un des élèves d'Aimé Césaire était Frantz Fanon. Et Frantz Fanon, lui, justement, a adopté la démarche inverse d'Aimé Césaire. Eric Zemmour, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous interrompre l'un et l'autre? Excusez-moi Nadir, je vais vous redonner la parole, parce que tout le monde ne sait pas qui est Frantz Fanon. Un des élèves d'Aimé Césaire, qui a écrit un livre qui s'appelle Peau noire et masque blanc,
et qui est Un et grand- qui a un grand acteur, qui a été un grand acteur tiers-mondiste, tiers-mondiste, qui est Là. actuellement enterré en Algérie parce que il a accompagné la lutte des Moudjahidines Justement, pendant c'est la ce guerre que je voulais dire. d'Algérie. Partisan de la Voilà, alors on violence laisse pas dire. radicale Voilà, on contre laisse pas le dire finir. colonisateur. Je voulais juste que les téléspectateurs situent bien le personnage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, ah, mais d'accord. Il y en a eu. Oui. S'il vous Il y plaît. a pire que ça. Non, il y a pire. S'il vous Aujourd'hui, plaît. il y a pire. On va laisser, s'il vous plaît, Ce que je Nobili. voulais dire que, On va laisser Nadir terminer, c'est moi qui l'ai interrompu. D'accord. Frantz Fanon, qui était élève d'Aimé Césaire, justement, lui a opté choisi. pour la démarche inverse d'Aimé Césaire, à savoir de s'engager justement pour un mouvement de libération dans un pays étranger qui était l'Algérie à L'Algérie, l'époque. oui. Enfin, qui Ouais, n'était pas c'est tout à fait un intéressant. pays étranger. Enfin, à en l'époque, l'occurrence, c'est il est- Parce que ce le n'est destin pas- de Césaire est intéressant Oui, parce que justement, il n'a parce pas, que il n'a pas choisi. Oui, mais ce n'est pas inverse. C'est ce que j'essayais de dire C'est tout une à l'heure. à prolongation Francis. différente. Oui, c'est une des. Moi, je pense qu'il y a une grande œuvre comme ça. Et j'ai Vous dites qu'il y a plusieurs voies possibles. C'est ça, En il y a écoutant plusieurs- Césaire. Il y a celle de Frantz Fanon et il y en a d'autres. Non, mais ça, c'est pas inintéressant comme comme élément. L'interprétation et l'herméneutique sont deux disciplines qui existent depuis le début de l'humanité. Quand un homme dit quelque Je viens chose, d'expliquer qui est Frantz Fanon. Voulez-vous expliquer ce qu'est l'herméneutique? L'herméneutique, je veux le dire plaisante en à une- peine parce que tout le monde sait pas ce que c'est que l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. C'est-à-dire, ça veut dire Voilà. que quand vous avez, je prends l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui sont les deux textes les plus anciens à notre disposition, c'est formidable parce qu'on s'engueule sur l'Ancien et le Nouveau Testament depuis toujours. Parce que quand les hommes lisent un texte au XVIIIe siècle, ils lisent pas le même texte qu'au XXe siècle. Et c'est formidable. Et à la ça fois- peut arriver sur l'œuvre Voilà, de Césaire, voilà. vous dites. Et Voilà. l'interprétation, Ah, l'interprétation. Alors, Francis Laloupo. C'est une émission très pédagogique. C'est le service. Non, mais quand on emploie des mots, Parfait. autant les expliquer, Francis. On vous écoute, Francis. Vous avez raison, Jean-Marc, de dire que Aimé Césaire n'est déjà plus simplement, il appartient plus simplement à la France. Il est au-delà de la France. Et quand Au jour de sa mort, par exemple, Francis, à Dakar, oui. tous les journaux, radio, télévision et tout, ont ouvert Depuis, et ont oui. consacré leurs Et journaux d'ailleurs, à Aimé Césaire. Tout à fait. Et ça continue. Abdoulaye Wade, le président sénégalais, disait, excuse-moi, Francis, disait que Aimé Césaire n'appartenait pas à la Martinique, mais il appartenait à l'Afrique. Mais bien sûr, Oui, c'est ça, bien sûr. Jour de sa En mort. Et il Haïti, appartient en à- Il y Haïti, a l'Amérique aussi. en C'est ça qui est Amérique, intéressant. en Haïti, par c'est très exemple, intéressant de où il est Caraïbes, extrêmement connu, quand la on lui tragédie posait- du roi Christophe, les Haïtiens l'ont joué Tout à fait. avant même des Français. Sur l'ensemble de la Caraïbe. On va laisser Et Francis. quand on Laloupo. disait, on demandait à Aimé Césaire de résumer son parcours, de résumer son œuvre, on en revient donc à l'œuvre, il disait, c'est important, je crois que c'est lui qui il donnait lui-même la réponse définitive. Il disait, je suis avant tout pour l'accomplissement de l'homme. Point. Je veux dire, c'est ça qui, la plénitude. voilà. C'est vraiment un humanisme. Oui, c'est c'est- ce voilà. qu'on appelle l'humanisme. C'est la Exactement définition ça. qu'on a tous entendue au lycée de l'humanisme. Et je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, cet écuménisme comme ça français aujourd'hui pour célébrer, enfin pour rendre hommage à Aimé Césaire. Et comme disait Dominique Volton, il n'est pas trop tard pour bien faire. Hein. C'est toujours, il y a toujours temps Vaut pour le mieux ça faire. que rien du Mais tout. quand on se souvient, même à ce plateau, on avait parlé il y a quelques mois de cette fameuse loi qui parlait des bienfaits de la France Ah oui, en bienfaits de la Outre-mer. colonisation, c'est De ce la qu'abordait colonisation. Nadir tout à l'heure. On avait vu la position d'Aimé Césaire à l'époque. Et, Qui avait refusé de recevoir. alors, avec le Nicolas recul Sarkozy. aujourd'hui, d'ailleurs, quand il a reçu Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur plus tard, il lui a offert d'ailleurs le discours sur le colonialisme Oui, oui. pour l'instruire un peu Qui sur prouve la malice sur la marche du du monde, monsieur. n'est-ce pas, Le sur- monsieur était très sur l'histoire. malicieux. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, il est très malicieux. Et alors, c'est intéressant de voir aujourd'hui que tout le monde va se déplacer pour aller en Martinique, assister à ces obsèques. On dit qu'il y aura Et c'est peut-être, une bonne chose. Je pense qu'il faut considérer cela comme une sorte de protocole, je dirais pas réconciliatoire, disons un protocole d'apaisement. un protocole d'apaisement. Bon, je voudrais poser une question, parce que le temps avance quand même un petit peu. Tout à l'heure, on a abordé la négritude. Et on parlait encore du dépassement de l'œuvre de Césaire. Vous remarquerez tous, et on a tous remarqué, que Césaire a écrit toujours en français. Aujourd'hui, on écrit, et certains défendent le créole. Le rapport entre négritude et créolité ne semble pas évident. Des gens comme Raphaël Confiant, aujourd'hui, défendent le créole, ce qui n'a pas été le cas de Césaire. Alors là, vous avez, c'est une histoire, un des enjeux formidables de la francophonie. C'est que la francophonie, au départ, c'est la langue française. Donc, Et française, ça méfiait d'ailleurs Aimé Césaire de la francophonie au départ. Exactement. Avant qu'Abdou Diouf lui explique les enjeux de la francophonie. Et c'est la phrase de Senghor qui est absolument géniale pour justifier le fait qu'un colonisé reprenne la phrase du colonisateur, c'est qu'au bout d'un moment, et c'est vrai de toutes les langues, c'est vrai de l'anglais, c'est vrai de l'arabe, c'est Qu'est-ce vrai du qu'il disait, chinois, Senghor c'est qu'une langue, au bout d'un moment, au départ, c'est toujours un mécanisme de pouvoir et de domination, et qu'après, c'est un mécanisme d'émancipation. La phrase de Senghor que j'ai dit tout à l'heure, c'est le colonisateur nous a laissé un trésor, sa langue, c'est-à-dire nous avons à la récupérer et à la retourner. À la retourner. Alors ça, c'est le débat de Senghor, de Césaire, de toute cette génération qui ont été les pères fondateurs de la francophonie. Puis vous avez une deuxième vague dans la francophonie, bien symbolisée par Confiant à la créolité, qui constate à dire, mais après tout,
il n'y a pas que la langue française. Ce qui est intéressant, c'est cette langue française mixée avec des indianismes, avec des créolismes, etc., etc. Et un débat linguistique intéressant, à mon avis, pour l'avenir de la francophonie, comme pour l'avenir de la lusophonie, d'ailleurs, si on est en, ou pour l'avenir de l'hispanophonie, c'est jusqu'où est-ce qu'une langue mère doit rester la langue unique, et à partir de quand est-ce qu'on doit accepter qu'elle se transforme. Et moi, ma position en tant que chercheur sur la communication, c'est de dire, nous devons sauver toutes les langues, c'est-à-dire à la fois la langue française telle que l'a adorée Senghor et Césaire, mais aussi ceux qui se battent pour la reconnaissance de la créolité dans les Antilles, ceux qui se battent pour d'autres formes de créolité dans l'océan Indien où on ne fait pas du tout les mêmes combinaisons, et ceux qui se battent pour des mêmes arrangements et inventions de la langue française dans l'océan Pacifique. Et si je puis dire, si on veut que la France garde un rôle important dans la francophonie, et si on veut que la francophonie soit une forme d'universalisme de la langue, c'est à condition à chaque fois de dire il y a une langue française, mais il y a d'autres manières de la transformer, de la triturer, de la réinventer, et personne n'en est a priori propriétaire. C'est qu'explique que vous définissez aujourd'hui la francophonie comme une communauté de gens ayant le français en partage. En partage. Et ce qui n'exclut pas les autres langues. Et vous avez d'ailleurs dans la francophonie, organisation internationale, Ouais. il y a quand même, et là c'est pas connu, bon, la francophonie internationale, ça a quand même une valeur forte, ça consiste à dire adhérer à la francophonie, c'est d'abord reconnaître toute la diversité des langues et sauver toutes les langues maternelles. Autrement dit, c'est pas d'abord le français, c'est d'abord respecter tout un... Ça, c'est un enjeu que je connais bien, parce que c'est un enjeu politique mondial, et si vous voulez, les batailles de la créolité pour la Caraïbe, ou les batailles de la diversité des langues autour de la France, dans l'océan Indien, ou dans l'océan Pacifique, ben, c'est un enjeu pour préserver la diversité culturelle de demain, voilà. Voilà, on comprend mieux. Moi j'ai encore une question, ce sera la dernière. Alors, Éric Zemmour, non, je voudrais dire réagir simplement que rapidement. je suis sceptique. Non, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je pense que c'est une position très noble et très belle, et j'approuve tout à fait. Mais je pense que c'est de la part de la France une position de repli tactique. C'est-à-dire qu'on dit ça parce que on a peur d'être nous-mêmes écrasés par le rouleau compresseur anglais, et enfin américano-anglais ou globish anglais, ce qu'on veut, qui est en train d'écraser non seulement la diversité, mais qui est en train d'écraser aussi la langue française. L'un n'étant pas contradictoire. Absolument, c'est ce que je dis. Vos deux raisonnements ne sont pas contradictoires. Je dis pas pour contredire. Je dis, je pense que c'est plus tactique. Non, On essaye d'habiller. De la part du gouvernement, dit-il, de la part des On autorités. essaye d'habiller une position tactique on est très fort pour ça en France, de principes éternels et Non, mais attendez, la francophonie n'appartient pas à la France. Les Suisses, les Belges, les 400 Canadiens, millions, les Québécois, les 400 millions de gens qui parlent français dans le monde n'appartiennent pas à la France. La France, c'est 63 millions. Je vous promets qu'avant la Je veux fin de bien qu'on fasse un l'année, débat sur on la aura francophonie. l'occasion de rediscuter de la francophonie. Volontiers, parce Mais que c'est ça- vrai que c'est pas très étonnant qu'on en arrive là en parlant de Césaire. Ah oui. J'aimerais, moi, quand même, juste avant de commencer l'émission, j'étais avec Wallace Cottrell, directeur de François, et il me rappelait une phrase de Césaire dans, justement, le discours sur le colonialisme. Cette phrase, c'est la suivante. Si nous avons été colonisés, c'est que nous étions colonisables. Une phrase terrible, de lucidité, quelque bien part. sûr, moi, C'est pas oui, une leçon, c'est pas une façon de dire, finalement, si vous voulez obtenir quelque chose, faut le combat, quoi. Bien sûr. Parce que Bien sûr. ce serait lucide. Gladiateur Et beaucoup de gens auraient peut-être du mal à entendre cette phrase aujourd'hui, Mais hein. elle peut dire deux choses, cette phrase. Elle peut dire, rapport humain nous étions sont- suffisamment faibles. Moi, je la prends comme beaucoup plus positive que, premier sens, c'est nous étions trop faibles pour être capables de résister. Donc, quand on a dit une critique de notre propre faiblesse. Mais dans un deuxième temps, si nous sommes colonisables, nous sommes décolonisables. Exactement. Bien sûr. Et donc c'est dans Mais ça bien que je sûr, pense que c'est cette phrase, quasiment, qui est apparemment une critique contre la en tout faiblesse cas très de tous les... lucide sur Oui, la situation. mais écoutez, l'histoire de l'humanité, ce ne sont que des Bien sûr, guerres de bien sûr. colonisation Ah et oui, de décolonisation. Ça, Éric Zemmour et Dominique Bernard. Pour une fois, nous sommes Mais je crois que personne autour de la table ne va dire le contraire. Sauf que le lent Avec des mouvement... vainqueurs et des vaincus. Le lent Voilà, mouvement, exactement. oui, mais attendez, là où il y a un progrès dans l'histoire de l'humanité quand même, c'est, Dieu sait s'il n'y en a pas beaucoup, mais depuis le XVIIIe siècle, les valeurs au nom desquelles les colonisations ont été faites ont été les valeurs qui sont retournées ensuite contre les colonisateurs, et que progressivement le droit des peuples, la reconnaissance d'individus... C'est depuis la font- romantique. Hein. Oui, non, la attendez, reconnaissance de l'homme n'était pas reconnue avant le XVIIIe siècle. Il nous reste... Voilà. Non, mais je veux dire, Le christianisme est déjà une reconnaissance de l'homme. Ça nous mène trop loin. Voilà, alors, écoutez, ce que vous venez de dire les uns et les autres, à savoir que l'histoire de l'humanité n'est qu'une histoire de guerre, Rapport de colonisation, force. de Bah oui, rapport de force, bah oui. m'amène Sauf qu'il y a des justement au point suivant, si j'ose dire. On va laisser aujourd'hui Césaire, on va laisser se dérouler tout ce qui a à se dérouler, qu'il repose en paix. qu'il repose en paix. Et que son Et drame nous il y a inspire. quelque chose qui m'a beaucoup interpellé cette semaine, qui n'a pas fait la une de l'actualité. Hein, c'est la création des elders. Elders en anglais, je me suis fait expliquer ça, c'est les anciens. Et Carter, Mandela, c'est une belle Kofi transition. Annan, l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, mais aussi l'inventeur du microcrédit du Bangladesh, Mohamed Younous. Voilà quelques-uns des membres du club des Elders. Alors, c'est un club d'un nouveau genre. C'est tous ces anciens dirigeants
de la planète ont décidé de se mettre ensemble, de former un club avec pour but de consacrer leur énergie à propager la paix. En se disant, nous, on n'a plus d'enjeu de réélection, on est libre de nos mouvements et de nos discours. Allons-y. Alors, moi, j'ai envie, après ce que vous venez de dire, c'est une initiative qui peut se révéler efficace ou c'est seulement une touchante naïveté, Éric Zemmour? En pensant touchante naïveté, on a des gens comme Carter, comme Mandela, comme Annan, dont on ne peut pas penser qu'ils soient des gens très naïfs, hein, vu leur destin. Je pense que d'abord il y a un problème génétique, c'est que ces gens-là vivent de plus en plus vieux et ils ont envie d'être encore utiles et d'être encore actifs. Non mais c'est c'est bien ce que je dis, on est tous comme ça, voilà. Ouais, c'est pas. C'est un peu plus généreux que ça comme idée quand même. Bah oui. Attendez, on va laisser Zemmour C'est s'exprimer. pas seulement le club des vieux. On va laisser Zemmour s'exprimer. Ensuite, Vivre une retraite dorée. Oui, parce que Bah, on pourrait faire autre chose. parce Hein. que dans la vie, on a besoin d'être actif, on a besoin d'être utile, sinon on meurt. Donc voilà, et je pense qu'il y a d'abord ça, et ensuite pour le reste, je pense que c'est, je pense que ça servira pas à grand chose, quoi. Ouais, ça servira à rien, quoi. En gros, ça fera des beaux papiers dans les journaux, ça fera, voilà. Et puis moi, vous savez, je sais que je choque ici parfois, mais je ne crois qu'aux rapports de force. Je pense que l'histoire du monde n'est que des rapports de force. Alors, donc, on va aller un peu plus loin. On va demander à Nadir Djenad d'abord de s'exprimer, ensuite à Dominique Volton, puis à Francis. Mais j'ai d'autres questions encore, hein, si on a le temps. Faut essayer d'aller un peu vite. C'est vrai qu'un de ces elders qui a beaucoup de temps libre en ce moment, Jimmy Carter, effectue actuellement une mission au Proche-Orient. Absolument. Et il a rencontré le Hamas. Il a rencontré le dirigeant du Hamas, et notamment le chef politique du bureau du Hamas. On sait très bien que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et Israël. Et justement, l'idée de Jimmy Carter, c'est d'aller un petit peu de sonder les dirigeants du Hamas et de voir s'ils seront prêts à faire des efforts pour tenter de relancer le processus de paix. Tout le monde, je pense, sera d'accord autour de cette table pour dire que le conflit israélo-palestinien est un problème politique et il ne sera résolu que de la manière politique, que la force ne mènera à rien. Donc je pense que dans ce cas précis-là, cette initiative de Jimmy Carter peut être utile. Finalement, parce que libre de ses mouvements, quoi. Donc il peut être utile, il peut ses rencontrer des gens voilà. que d'autres ne se sentent pas le droit de rencontrer, peut-être. Voilà. Alors, pardon, Dominique, on essaie, je le répète à tout le monde, on essaie de faire tourner un peu la parole là. C'est pas d'être trop lent, moi. Je trouve que c'est une excellente initiative pour deux raisons. La première, c'est que ça fait même pas un siècle qu'on est fou à ce point-là de la jeunesse. Autrement dit, toutes les civilisations antérieures ont joué constamment des équilibres entre la jeunesse et l'expérience. Et donc, par conséquent, que des dirigeants plus âgés, dégagés, veuillent se mettre ensemble pour essayer de résoudre des questions du monde, ça ne fait que retrouver une vieille tradition des civilisations, qui est que les vieux ont quelque chose à apporter aux jeunes. D'une part. Et d'autre part, voilà. Et d'autre part, dans le cas de la mondialisation, je d'autant plus utile que, si vous voulez, un des enjeux, une des conséquences de la mondialisation, c'est que tout devient de plus en plus violent, de plus en plus visible et de plus en plus bloqué. Donc, si jamais vous avez des hommes et des femmes qui peuvent, parce qu'ils sont dégagés des responsabilités, qu'ils ont de l'expérience, et qui justement appartiennent au nord, au sud, à l'ouest, sont capables de débloquer, de contribuer à débloquer des situations qui ne sont que guerrières ou violentes, tant mieux, puisque le monde ouvert est un monde qui ne communique pas. On comprend bien, voilà. Dominique. Donc, moi, j'ai envie de poser une question un peu à Francis aussi, en même temps, pour faire avancer le débat. Mais il dira bien ce qu'il voudra, comme toujours. Ça déprécie pas l'ONU. Vous qui êtes un des grands défenseurs de l'ONU, Dominique Volton. S'il y a un nouveau club avec des fromage anciens... Fromage et dessert. Fromage et dessert, Francis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non. Oh, je vous remercie. Bon, alors, pas de fromage, pas de dessert. On verrait s'il n'y avait pas l'ONU. Alors, Francis Laloupeau. On verrait s'il n'y avait pas l'ONU. Je pense, bon, dans un premier temps, qu'il est peut-être plus utile et plus sain de confier une réflexion sur la marche du monde à ces elders, à ces personnes âgées, à ces sages. Il ne faut pas faire la liaison, en fait. C'est elders. Elders. Bon, alors, les vieux, quoi. vous êtes francophone, vous. Les anciens, on dira. anciens. Allez, bon, On écoute tout le temps. Francis, Excusez-moi. Francis, c'est le privilège de l'ancien. Ici. Oui, moi je suis le plus ancien. C'est le privilège de l'ancien. Ah oui, absolument. Allez, Francis, allez, on y va. Donc je m'incline. Hein. Alors, Francis, on vous écoute. Donc, je trouve plus rassurant de confier donc une réflexion sur le monde et l'état du monde à ces anciens plutôt qu'à des ONG qui se multiplient sur le globe et et dont la majorité aujourd'hui quand même pose problème. Mais je voulais surtout souligner que il y a quand même aujourd'hui une vraie crise je vais faire sursauter ici, de la communauté internationale. Bon, pour être plus simple, je dirais de la communauté des nations. Et que aujourd'hui, il est évident qu'il faut réformer l'ONU.
on parle de cette réforme depuis Kofi Annan, on n'y arrive pas, c'est une arlésienne, parce que, je veux dire que moi, je voudrais le savoir, monde a changé. ils ont payé leur cotisation à l'ONU? Non, toujours pas. Alors, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. je veux dire qu'il y a un S'il vous plaît, laissez Francis il y a un postulat s'exprimer. tout simple, mais ils sont dissipés. Oui, mais je vais faire le maître C'est d'école, s'il vous c'est plaît. l'esprit d'Aimé Césaire. Bon, il règne autour de cette Est-ce que je table, peux c'est apporter une bien. contribution On va laisser à cette discussion, Francis au débat, s'il vous s'exprimer. Allez, Francis. Donc voilà. Donc il faut simplement partir du postulat suivant, c'est que l'ONU a été créée dans un contexte donné, à un moment donné, par les pays occidentaux. Par les pays vainqueurs de la guerre. Pas les vainqueurs de la guerre, pas les vainqueurs de la guerre, c'est beaucoup plus juste. L'ONU était chargée à l'époque de réfléchir sur les questions de la guerre, de la paix pour ces pays-là. L'ONU n'attendait pas l'arrivée sur la scène internationale, l'arrivée active des pays d'Afrique, des pays d'Asie, par exemple. Donc ce monde a changé. L'ONU doit est amené à repenser complètement sa contribution, son action dans ce monde qui a changé en profondeur. Cela ne se fait pas. On parle de réforme, la réforme n'arrive pas. Donc, il est bon. Donc, il émerge des choses comme ça pour essayer de répondre à des... Voilà, que des clubs comme ceux-là émergent. Donc, ce sont des gens qui sont identifiés. Donc, c'est des gens qui ont bénéficié à un moment donné d'une élection, qui ont quand même une certaine légitimité du fait de leur parcours. Mais pas forcément un gros... C'est forcément utile. Hein? Et deuxième élément, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, on nous annonce l'avènement d'un ordre mondial nouveau. Et on constate aujourd'hui que cet ordre mondial a du mal à émerger. Ouais. Donc il est bon aussi, je pense, que de mettre toutes les énergies, toutes les intelligences à contribution, à commencer par les plus... Reste que la question que pose Éric Zemmour, c'est un peu celle que Staline posait à propos du pape. Hein. Combien de divisions? Mais l'esprit, c'est toujours l'esprit qui gagne. Je pense qu'il est bon de mettre à contribution les esprits les plus expérimentés pour imaginer donc ce monde nouveau, pour inventer un ordre nouveau, un ordre qui soit plus juste en tout cas, et plus lisible que celui auquel on a affaire aujourd'hui. Je voudrais juste vous faire une remarque peut-être... Non, mais je dirais, mais je ne sais pas si je suis arrivé à vous faire comprendre, parce qu'avec toutes les interruptions intempestives autour de cette table... Je voudrais juste ajouter un truc. Pardon, s'il vous plaît. Je voudrais juste ajouter une petite information supplémentaire à propos de ce club des Elders. Des anciens, pour prouver que leur naïveté n'est pas si grande que ça. Parmi eux, il y a la présence d'un garçon qui s'appelle Li Zhaoxing, ancien dirigeant chinois, dont on ne peut pas dire qu'il est, qu'on lui ait délivré un brevet démocratique du temps de son exercice du pouvoir. Mais certainement que sa présence n'est pas inutile. Il a l'expérience. Il a l'expérience. Et puis surtout, il a les réseaux, peut-être. Oui. Je voudrais revenir sur votre ironie quand vous dites, après tout, est-ce que ils vont servir, je ne sais pas combien ils sont, 30, 40, 50 Non, je reprenais ce que disait Staline à propos du pape, combien de divisions. Mais écoutez, l'histoire du monde, c'est toujours les esprits, les idées, les valeurs qui l'ont emporté, et jamais les armes. Les armes gagnent D'ailleurs, le pape a gagné finalement. Évidemment, contre le communisme. Et donc, ces hommes et ces femmes qui n'ont tout sauf la naïveté, et qui ont en plus tous compris l'intérêt gigantesque de la communauté internationale et donc de cette ONU, peuvent tout à fait contribuer à débloquer 3-4 situations. Et voilà, et si en plus, si je puis dire, si par leur comportement, ils foutent des coins dans la folie des logiques des États, mais que vous voulez, qui pourra s'en plaindre? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Autorité morale. Autorité morale. On a un exemple quand même de petite réussite d'un de ces elders, Kofi Annan, dans sa mission au Kenya. Il a quand même à apaiser quand même les tensions et à faire qu'il n'y ait plus de violence actuellement. Donc c'est une. Puis les jeunes ont besoin des vieux. Les vieux ont besoin des jeunes, mais je vous jure que les jeunes ont besoin. Parlons pas forcément de génération, mais finalement autorité morale, mais peut-être un peu plus aussi. Bien sûr, le style, la culture, l'expérience. Et puis peut-être la vision du monde. C'est drôle parce que personne ne semble dire les réseaux. Oui, mais pourquoi Ils sont tous d'anciens chefs d'État qui ont forcément des liens partout dans le monde. C'est toujours beaucoup plus facile de régler les affaires du monde quand on a un carnet d'adresse qui fonctionne et qui puisse des concessions. Éric Zemmour qui veut pas être pessimiste ni rabat-joie, mais qui va l'être quand même. Je veux pas être l'empêcheur de rêver en rond. De rêver en rond. L'empêcheur de rêver en rond. Ils n'ont aucune légitimité. Mais non, comme chacun d'entre nous. Ben oui. Absolument, je suis d'accord. On n'a pas fait le club des anciens. C'est la grandeur de l'homme. Oui, mais enfin... Dominique Volton, on n'a pas fait le club des anciens. D'abord, nous, on n'a pas l'âge. Non, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Je n'ai pas parlé de vous. Mais en tout état de cause, un homme de ces... Ce sont des hommes de bonne volonté. Cela s'appelle des hommes de bonne volonté. On a parlé d'Aimé Césaire. C'est formidable. Un étudiant chinois, asiatique, africain, n'importe quoi, qui vient de la misère ou pas de la misère, et qui est d'un seul coup, par son expression, par sa parole, par sa poésie, par sa politique, suscite de l'adhésion. Mais c'est ça, les hommes ne se soutiennent que d'eux-mêmes, et c'est la grandeur de l'homme. Ils n'ont pas de légitimité, et c'est peut-être leur force. Mais bien sûr. Moi, je
pense que Jimmy Carter a quand même une légitimité, parce que c'est lui quand même qui a... D'avoir été le plus mauvais président des États-Unis. Non, mais vous en savez des choses. concernant le Proche-Orient. On laisse Nadir Djenad s'exprimer. Concernant le Proche-Orient, S'il vous plaît. il a quand même... Est-ce que vous auriez... Il nous reste 2 minutes d'émission, on laisse Nadir s'exprimer. Il était quand même un artisan d'un accord de paix israélo-égyptien. Ça, c'est quand même une réussite. Moi, je parle de légitimité dans ce sens-là. La politique intérieure américaine, ça, c'est autre chose. Mais la légitimité pour essayer de résoudre le conflit du Proche-Orient, je pense que Jimmy Carter en a eu. Bon, alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. On voulait traiter, disons-le, deux autres informations importantes. D'abord, un Gaston peut toujours en cacher un autre en Polynésie. Une fois de plus, Gaston Floss, qui était allié à Oscar Temaru, c'est-à-dire autonomiste plus indépendantiste, on avait déjà parlé ici, après une motion de défiance, a perdu le contrôle de l'Assemblée territoriale. C'est de nouveau Gaston Sang qui revient au pouvoir. Alors, Dominique Volton veut dire un mot, mais on essaie d'aller vite parce qu'il nous reste très peu de temps. On n'aura pas le temps d'un véritable débat sur la question. Il ne faut pas caricaturer la Polynésie comme il ne fallait pas caricaturer la 4e République. Ça reste quand même d'une grande instabilité, ce qui est exactement le contraire de ce qui a été dit au départ. Oui, mais il faut rappeler que d'abord, les règles institutionnelles n'empêchent pas les combinations. Et c'est vrai que ce qui s'est joué, si puis le retour, on verra si Gaston Tong-Song va garder la majorité. Mais il a été félicité par le président Nicolas Sarkozy. Mais je ne parle même pas d'un conflit gauche-droite là-dessus. Gaston Floss n'avait pu reprendre le pouvoir que par une alliance totalement contre nature. Donc d'une certaine manière, c'est pas que c'est d'une folie qui continue, c'est qu'on est en train plutôt de revenir à la majorité des urnes. La majorité des urnes, ça c'est vrai. Laissez-moi finir. Il se joue en Polynésie comme il s'est joué plein de choses partout ailleurs. Vous avez des fractures de droite, des fractures de centre, des fractures de gauche. En un mot, il faut pas caricaturer, parce qu'il y a quand même des Polynésiens sur place. Il faut espérer qu'il y a un peu de stabilité qui va arriver maintenant, que les alliances contre nature, entre autonomie, c'est indépendant, ça n'a pas de sens. Et on verra. On dit la même chose, mais à chaque fois ça change. Mais vous pouvez dire la même chose sur l'Italie. Mais vous pouvez dire la même chose sur la Russie. Pourquoi on ne le dit pas? Je trouve que la condescendance. Je trouve que l'Italie, on le dit. Je trouve qu'on n'a pas intérêt. L'Italie, on dit. Sur la Russie, il y a une stabilité depuis. On lui reproche justement. Un peu pesante même. En Russie, c'est une stabilité pesante. Bon, on va laisser. Dominique, on finit, s'il vous plaît. Espérer qu'en Polynésie, les jeux politiques correspondront à des enjeux de choix et non pas de combinaison. Voilà. Et pour l'instant, il faut bien dire que c'est à une voix de majorité. Bon, pour l'instant, alors pour dire les choses clairement, en Polynésie, c'est par une voix de différence que Gaston Tong-Sang a accédé. C'est la voix des îles, mais ce qu'on appelle les îles sous le vent. En retrouvant la majorité qui était dans les urnes, ça faut aussi le dire. La majorité relative qui était dans les urnes en Polynésie. Voilà. On verra bien ce que ça donnera. La victoire avait été peut-être sera-t-on de nouveau, la victoire avait été volée, mais bon, on verra bien de nouveau ce qui se passera demain, parce qu'une voix, c'est peu. Mais bien sûr, mais voilà. Alors, on n'aura pas à traiter toute l'actualité cette semaine, vous le comprendrez. J'espère que vous avez apprécié le débat qu'on a eu aujourd'hui. C'était important. Suivez bien ce qui va se passer sur notre antenne, parce que ça change souvent. On a un petit peu changé la programmation avec l'événement, la mort d'Aimé Césaire. On vous retrouve, nous, la semaine prochaine, même heure, même lieu. Au revoir.